Les États-Unis ne vont jamais battre militairement l'Iran. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Devant nous, on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais ça va finir pire que Vietnam et Afghanistan réunis. Mais ça ne veut pas dire que l'Iran a gagné la guerre. Parce que le plus grave dans cette affaire, quand j'entends le président américain dire qu'il va envoyer les troupes sur place, mais j'ai des sueurs froides. L'Iran, c'est 1,6 million et quelques kilomètres carrés. Avec au moins 90 millions d'habitants. Tu vas envoyer tes troupes où? Et c'est un désert. Tu envoies tes troupes où? Donc moi je crois que si les États-Unis s'amusent avec cette affaire d'envoyer les troupes, nous attendons tranquillement et les armées vont s'autodétruire. Et je ne suis pas sûr que c'est les Américains qui sortiront victorieux. La Deuxième Guerre mondiale va servir pour deux objectifs stratégiques. Un atteint, l'autre n'a pas été atteint. Le premier, c'est la mise en place d'un État juif zioniste en plein Moyen-Orient. Ils ont réussi. Le deuxième objectif, c'est de déconstruire la Russie, l'Union soviétique. Ils n'ont pas réussi parce que Hitler n'a pas pu gagner la Russie. Et c'est pour cela que juste après les Nations Unies, 1945, ils commandent la guerre froide. Pourquoi il faut faire la guerre avec l'Union soviétique? Si vous avez tous deux gagné la guerre, vous êtes en accord pour gouverner le monde. C'est qu'en fait, ils avaient prévu être les seuls au sommet du monde en 1945. Donc il fallait continuer, déconstruire l'URSS. Ils ont continué jusqu'en 1990. Vous voyez bien que les guerres apparaissent avec des objectifs qui sont officiels, mais derrière, il y a d'autres enjeux qui se jouent. Quelle doit être la posture de l'Afrique face à cette crise? Non, la meilleure posture, c'est que l'Afrique se taise. C'est que même ces crises, ça ne va pas loin. Et les Africains, comme il a dit, chacun regarde quand il veut dire quelque chose, si ça va plaire ou non à son colon. Hein? Quand un pays aussi respectable et respecté comme le Sénégal condamne l'agression de l'Iran, tu vois dans quoi on est. Les Iraniens qui ont répondu avec politesse, souligné leur admiration du peuple sénégalais et tout, ont fini par ajouter qu'ils ont des missiles qui peuvent arriver à Dakar. Parce qu'il y a des choses, quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. Moi, si je suis président africain aujourd'hui, je me tais. Parce que je vois la vérité et je sais que je ne peux pas proclamer cette vérité-là. Donc je me tais. L'Afrique va faire quoi? L'Iran veut être un État souverain respecté. En Afrique, les gens sont à genoux en train de baver devant des petits colons pour dire il faut nous coloniser encore. Nous, on est civilisés. Nous, on n'a même pas besoin d'armes. Hein? On n'a pas besoin d'armes. Ta parole suffit pour nous protéger. Même la parole de Jésus ne suffit plus pour protéger qui que ce soit parce qu'on le rappelle tous les matins, midi, soir, qu'au pays de Jésus, des femmes circulent, font patrouille avec Kalachnikov en bandoulière et ils sont assis sur des bombes nucléaires. Mais il y a encore des Noirs. Les Blancs colonisent nous. Nous, on est des gens civilisés. On n'est pas comme les barbares du Sahel. Ils ne comprennent rien. Ils ne sont rien. Nous, on est des Noirs. Mais des Noirs civilisés, on veut la colonisation. Alors, comment tu veux que l'Afrique réagisse? Si l'Afrique existait, il y aurait une réunion déjà au niveau de l'Union africaine pour se concerter. On ne peut pas parler chacun dans son coin. On ne peut pas. L'enjeu est trop élevé pour que chacun, après un verre de whisky, raconte sa vie. L'enjeu est trop élevé. Mais ils ne feront rien. Ils ne feront absolument rien. Donc il vaut mieux que... Parce que les Africains, ils n'ont rien compris. Je t'ai dit ici la dernière fois qu'il y a des Africains qui raisonnent seulement par rapport à l'amour que le blanc lui porte. Si le blanc l'aime, donc lui il est un homme important. Si le blanc ne l'aime pas, ça veut dire que lui n'est plus un humain. Il peut même se faire harakiri. Donc ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors, quelle doit être la posture de l'Afrique? Nous venons de le dire, de quelle Afrique? L'Afrique des élites qui sont au pouvoir, c'est le moment de la réflexion, je pense. Il faut que les sérails commanditent des études, des analyses sur ce qui se passe. Nous avons été surpris de découvrir que, pas au Togo, dans d'autres pays, que certaines élites ne comprennent pas vraiment les enjeux du monde actuel. Certaines élites deviennent élites par nomination. Ce ne sont pas des élites. En Afrique, la fabrication des élites est un processus qui pose problème. Il faut d'abord fabriquer des élites. Et dans le groupe des élites fabriquées, on nomme des élites pour assurer des charges publiques. Et vous êtes sûr que tous ceux qui sont au pouvoir, ils comprennent les enjeux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est le moment de la réflexion stratégique. Il faut réfléchir. Il faut, lorsque vous prenez, je vous donne encore un exemple, toujours de l'histoire, lorsque vous prenez un conflit comme la Première Guerre mondiale. Mais la Première Guerre mondiale, tout le monde voit que c'est l'Empire austro-hongrois contre l'Allemagne. Mais à la fin de la guerre,
on découvre que l'Empire tsariste est attaqué par Lénine et ses troupes. On découvre qu'il y a l'Empire ottoman qui est complètement déconstitué, déconstruit, partagé. Et à la fin, on fait le bilan, on voit qu'en fait, c'était une guerre qui était lancée pour mettre à genoux certains empires centraux et pour se partager le territoire. Ça, c'est la première étape vers l'hégémonie américaine, anglo-saxonne. La deuxième étape vient avec l'idée de faire quoi? De mettre un terme aux empires coloniaux des partenaires européens. Parce qu'il y avait deux empires coloniaux qu'ils avaient tolérés à Versailles. L'empire français d'Afrique et l'empire britannique d'Afrique. Ces deux empires, ceux qui ont généré la guerre de 39-45, vont exiger que ces deux empires aussi soient déconstruits. C'est pourquoi on exigeait aux Français, aux Britanniques de donner l'indépendance, de libérer les colonies. Et au même moment, on préparait les Nations Unies pour accueillir ces colonies et les soumettre à une dictature plus grande, plus mondiale. Alors que certains ici pensent qu'ils sont en train d'obtenir l'indépendance pour être souverains. En fait, ils sont en train d'obtenir l'indépendance pour ne pas être souverains dans les Nations Unies, où on leur donne maintenant les théories du développement. Développez-vous, développez-vous. Cette génération du développementalisme qui ont connu leur échec au détour des années 2001, 2001, 2002. Mais alors, vous vous posez des questions sur ce que vous vivez, si vous le comprenez, si vous comprenez ce qui se passe. Et tout à l'heure, on a dit que la Deuxième Guerre mondiale va servir pour deux objectifs stratégiques. Un atteint, l'autre n'a pas été atteint. Le premier, c'est la mise en place d'un État juif zioniste en plein Moyen-Orient. Ils ont réussi. Le deuxième objectif, c'est de déconstruire la Russie, l'Union soviétique. Ils n'ont pas réussi parce que Hitler n'a pas pu gagner la Russie. Et c'est pour cela que juste après les Nations Unies, 1945, ils commandent la guerre froide. Pourquoi il faut faire la guerre avec l'Union soviétique? Si vous avez tous deux gagné la guerre, vous êtes en accord pour gouverner le monde. C'est qu'en fait, ils avaient prévu être les seuls au sommet du monde en 1945. Donc il fallait continuer, déconstruire l'URSS. Ils ont continué jusqu'en 1990. Vous voyez bien que les guerres apparaissent avec des objectifs qui sont officiels, mais derrière, il y a d'autres enjeux qui se jouent. L'Afrique doit réfléchir dans ce sens. Comment ce conflit peut-il se terminer, selon vous, Sagoyou Kegewe, et on va passer aux téléspectateurs. Je crois que... Qui va gagner? Qui va gagner? Non, est-ce qu'on cherche même celui qui va gagner? Qui va gagner quoi? L'Iran ne va pas militairement battre les États-Unis. Bon, ce serait de l'utopie. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne vont jamais battre militairement l'Iran. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Devant nous, on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais ça va finir pire que Vietnam et Afghanistan réunis. Mais ça ne veut pas dire que l'Iran a gagné la guerre. Parce que le plus grave dans cette affaire, quand j'entends le président américain dire qu'il va envoyer les troupes sur place, mais j'ai des sueurs froides. L'Iran, c'est 1 600 000 et quelques kilomètres carrés. Avec au moins 90 millions d'habitants. Tu vas envoyer tes troupes où? Et c'est un désert. Tu envoies tes troupes où? Donc moi je crois que si les États-Unis s'amusent avec cette affaire d'envoyer les troupes, nous attendons tranquillement et les armées vont s'autodétruire et je ne suis pas sûr que c'est les Américains qui sortiront victorieux. Par contre, si les gens écoutent les voix de la raison, ceux qui appellent à arrêter immédiatement les hostilités comme la Chine, ceux qui appellent à des négociations quelque part comme la Russie, parce qu'à part ça, les autres pays, c'est comme ils n'existent pas. Hein. Donc, il faudrait qu'on écoute le bon sens et qu'on se dise que la guerre, elle ne va absolument rien rapporter. Parce que des gens ont tellement cru aux fanfaronnades américaines que chacun veut faire cette guerre en se disant qu'il va aussi partager la victoire. Tu t'imagines le président français qui dit « Ah, mais ils ont attaqué, ils ne nous ont pas avertis. Hein. » J'ai dit « Mais tiens, ça c'est une bonne histoire. Et au moins il sera neutre et il sera, disons, un bon médiateur. » Le lendemain, j'entends que le porte-avions Charles de Gaulle est en route. J'ai dit, mais il veut servir un bon dessert aux gardiens de la révolution islamique. Le porte-avions Charles de Gaulle. Alors qu'on te dit qu'Abraham Lincoln est amoché, toi tu vas avec Charles de Gaulle qui lui-même tombe en panne sans qu'on le lui demande. Charles de Gaulle, là, quand tu entends parler de Charles de Gaulle, c'est qu'il est tombé en panne quelque part. Et c'est ça que tu envoies au front, alors que tu aurais pu être le médiateur. Écoutez, vous avez attaqué, vous ne m'avez pas averti. Moi, je ne suis pas d'accord
avec cette guerre, voyons comment on peut négocier. Non, 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 il veut aller être un élément de la victoire des Américains. Il n'y aura pas de victoire des Américains. Et Charles de Gaulle ne changera absolument rien. Si jamais il s'approche de moins de 500 km des côtes iraniennes, ils peuvent oublier ce machin-là. Et donc, vous vous prédisez un match nul. Docteur Follier, quelle peut être l'issue de ce conflit? Non, c'est une issue incertaine. Incertaine, là, je vous cite Sun Tzu, qui disait que la guerre, lorsque tu l'as fait, c'est que tu l'avais déjà perdue. Il faut l'avoir gagnée sans la faire. Et à partir du moment où ils sont rentrés en conflit armé ouvert, c'est que vous avez une série d'incertitudes que vous ne pouvez pas contrôler. Et vous le voyez dans la théorie stratégique de Clausewitz, celui qui fait la guerre classique, hein, et qui prend exemple du fameux conflit des guerres puniques de Hannibal, qui a gagné Rome, la guerre d'encerclement. Il dit clairement que quand vous commencez la guerre, il y a les incertitudes sur d'abord la santé des hommes, des troupes, le moral des troupes, la refourniture du matériel de guerre, les régiments de soutien qui apportent à manger, qui apportent de l'eau, qui évacuent les malades. Vous avez une série d'incertitudes incroyables. Et vous ne savez pas quand ça finit. Qui sont les acteurs qui vont rentrer dans cette guerre? Moi, je n'ai pas de pronostic. Je sais seulement que cette guerre va embraser comme cela a déjà commencé. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que les États-Unis sont membres de l'OTAN. Mais les pays de l'OTAN les armées ne sont pas mobilisées pour faire une guerre. Or, ils sont dans une alliance militaire collective, de sécurité collective. Ce qui est sûr, c'est que cette guerre va toucher, embraser tout le Moyen-Orient et peut-être même une partie de l'Europe. Personne ne connaît l'issue. Nous prions, nous espérons seulement que les Africains puissent trouver des moyens d'approvisionnement qui ne dépendent pas de ces circuits. C'est vrai que c'est compliqué, mais on peut y arriver. Ce sera long. Ce ne sera pas une guerre de 2 jours ni de 3 jours. Ce sera très long. Et il vaut mieux déjà que des gouvernements comme les gouvernements du Nigeria, de l'Angola, des pays qui sont paisibles, revoient leur corpus des lois sur l'immigration. Parce que nous, historiquement, nous sommes très accueillants. On accueille tout le monde. Mais il faut faire attention. Il faut qu'on commence par mettre des mesures, des verrous de sécurité sur qui vient dans le pays, pendant combien de temps, pour quel motif. Un peu partout en Afrique. On risque d'avoir ici des terroristes, des chefs de guerre qui se cachent et qui vont entraîner vers nous, n'est-ce pas, des conflits qui ne nous appartiennent pas. Mais les chefs de guerre qui se cachent, ils sont déjà chez vous. Certains de vos pays les accueillent avec appétit, pourvu qu'ils aillent emmerder les gens du Sahel. Les chefs de guerre, ils sont là, vous les voyez, non? On en parle matin, midi, soir. On sait où ils sont. Même parfois propriétaire terrien. Bon, on va passer aux téléspectateurs. Ils sont nombreux à vous écrire. Bonjour le plateau de New World TV. Le message nous vient de l'Italie, Milan. Bonjour à toi Gilles, journaliste le plus jovial. Malgré les moments de guerre actuels, salut le panéliste. Oui, c'est Dr Ekwe et son excellence Sogoyou Kegewe. L'Afrique est un continent riche sur tous les plans. Le plan humanitaire, richesse minérale, naturelle, les forêts, la température, le soleil, que d'autres cherchent comme de l'or. Malgré tout, ceci, les Occidentaux nous ont trompés, marginalisés, maltraités. Cette guerre, Iran, Amérique et Israël nous montrent que si l'Afrique ne devient pas militairement puissante, il n'y aura pas de développement. Merci pour l'éducation à la prise de conscience. Et à Balo depuis Milan. Buongiorno. Oui, Abalo, on le connaît, non? Oui. Celui qui était passé ici une fois, tout à fait. Ou même 2 fois. Cher Abalo, merci bien, merci bien. On souhaite que l'Afrique aussi se militarise, mais ce sera difficile puisque les Africains ont déjà signé le traité de non-prolifération, qui ne vont pas s'armer nucléairement. Attends, et nous avons des agences des Nations Unies qui veillent, qui vérifient que l'Afrique soit une non-nucléaire zone. Si les Africains avaient de la jugeote, vous êtes tout un continent, 54 États, plus de 30 millions de kilomètres carrés, aujourd'hui pratiquement 1 milliard, combien d'habitants? Avec les diasporas. Et on vous dit non-prolifération. Et ceux qui vous disent ça, ils sont assis sur des montagnes de bombes nucléaires. Mais quand même, et vous signez, pourquoi vous signez? Est-ce qu'on ne peut pas demander à l'Afrique du Sud qui détiendrait l'arme nucléaire de la mettre sous le... Non, l'Afrique du Sud, ce n'est pas la France. La coupole africaine. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, ce n'est pas la France. C'est la France qui veut distribuer les bombes atomiques à ses voisins. La technologie a été Est-ce que tu as compris? Tout en détenant la décision finale. Ça dit qu'elle veut distribuer les bombes atomiques. Ça dit que tu vas au marché du dimanche
Bon, toi tu prends, c'est ta bombe atomique, ça, Yougoslavie. Oui, mais toi tu prends, c'est la Serbie. Mais que vous n'allez pas utiliser parce que Macron L'Afrique dit du qu'il Sud doit être... est un pays sérieux. Il ne va pas distribuer les bombes aux Africains parce que même d'ailleurs les Africains eux-mêmes ils ne sont pas sérieux. Si on donne les bombes nucléaires aux Africains, quelqu'un va aller bombarder un pays parce qu'il y a dans ce pays quelqu'un qui lui a arraché sa copine. Donc ce n'est pas la peine. Si les Africains veulent, ils n'ont qu'à travailler eux-mêmes pour se doter d'armes, pas forcément nucléaires, mais qu'ils aient quand même de... Ce qui se passe en Iran, Amérique, tout là. Est-ce qu'il y a eu bombe nucléaire? Mais les Iraniens tiennent. Est-ce que les Africains peuvent tenir comme ça? Non. Non. On n'a pas des armées qui sont équipées et on n'a pas une population à culture martiale. Et vous comment prenez... on peut se l'expliquer? Parce que vous me permettez d'ouvrir une parenthèse. Oui. Parce qu'on parlait d'un cas, d'une attaque terroriste où un supposé soldat, je ne sais pas à vérifier, estime qu'il n'avait pas suffisamment d'armes, qu'ils avaient une seule arme lourde qu'ils avaient épuisée en une minute. Ah, tu as lu ça, tu as suivi ça. Les terroristes envahissent un camp, ça s'est passé. Mais ce qu'il dit là, c'est très vrai, c'est tellement vrai. Il y a une vérité que la communication publique des gouvernements africains ne diffuse pas souvent, c'est que les États africains ont toutes les difficultés à acheter des armements. Et les Sahéliens l'ont dit plusieurs fois, mais on ne les a pas pris au sérieux. C'est-à-dire, même le Togo, à un moment donné, a voulu acheter des hélicoptères pour la lutte antiterroriste au nord. Les partenaires qui, traditionnellement, devaient fournir ont refusé. Ils ont demandé les raisons. C'est un peu comme lorsque vous allez à la banque pour acheter des euros. Moi, je vais à la banque, je veux acheter des euros. Et là, c'est la BCAO, pour ça, son système de vigilance, on me demande ce que je veux faire avec les euros. Si je veux voyager, je dois présenter mon passeport si j'ai un visa avant d'acheter 1 euro. C'est la même chose. Vous voulez acheter des armes, on vous demande pourquoi vous voulez acheter des armes. Pour faire quoi? Vous êtes dans cette situation. Et les groupes privés, qui eux ne sont pas des États, voilà. Ils ont des franchises et des licences pour s'armer, pour acheter des armements. Mais il y a un embargo informel sur les gouvernements africains. Haïlé Sélassié, 1936, lorsqu'ils avaient été attaqués par les armes, les bombes, les avions italiens, chargés notamment du napalm et autres, ils étaient en train de souffrir, ils ont demandé d'acheter les armements, on leur a appliqué l'embargo. Aucun État de la SDN, Alliance de sécurité collective, n'a voulu, même la Russie n'a pas accepté de vendre les armes à l'Éthiopie. C'est d'ailleurs pour ça que l'autre, pas de mort. Après, il écrit, mais là, il découvre que la Russie a vendu des armes à l'Italie. Et il écrit panafricanisme hors communisme, pour dire est-ce que nous devons être des panafricains ou des communistes. Vous voyez? Gilles. Donc, ce n'est pas facile pour les États africains. Ce n'est pas facile d'acheter les armes. Tu as vu ce qui s'est passé au Mexique? On a tué un chef mafieux et les mafieux sortent dans la rue avec des chars. Tu crois qu'ils les ont pris où? On ne vend pas les chars aux mafieux. Donc, ils connaissent les voies de contournement pourvu qu'ils aient l'argent. Les Africains, s'ils n'ont pas l'argent, qu'ils s'asseyent tranquilles. Mais s'ils ont l'argent, Gilles, je te garantis qu'il y a toutes les armes que tu veux. Tu peux... Mais les armes en Ukraine, ça se vend comme des beignets, non? Pourvu que tu aies l'argent. Quand on dit que les terroristes de l'autre côté, avant-hier, avaient des armes d'une puissance jamais égalée, mais tu crois qu'ils ont pris ça où? Non, mais vous savez, au-delà des armes qui sont de l'équipement, il y a la doctrine militaire. Il y a l'exégèse stratégique des États africains. Quelle est la doctrine militaire, par exemple, du Togo? Un pays qui est entre le Ghana, pays anglophone, le Bénin, pays francophone, ainsi de suite. Quelle est la doctrine militaire? Par exemple, les Allemands, ils avaient dit aux Français, mais comment vous pouvez mettre une capitale à la plage, à la frontière, qui confine avec le Ghana et qui est à 45 km du Bénin? Comment vous allez la défendre? Moi, dans les archives, j'ai trouvé le plan de défense de Lomé avec les unités de commandement, le procédé dans les archives. Ça date de 1961. C'est les Français qui l'avaient établi et l'ont vendu. C'est une société privée qui a fait l'expertise. Mais les Allemands disaient qu'il faut mettre la capitale dans les plateaux. Parce que géographiquement, c'est plus défendable. Vous avez des montagnes, vous avez des... Il y a une profondeur. Il y a une profondeur. Et puis, vous pouvez protéger votre capitale, vos institutions, parce qu'il y a la possibilité de faire des tunnels et de construire des institutions sous la terre.